Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition de ce vendredi 3 avril 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Guerre au Moyen-Orient, les gardiens de la révolution lancent de nouvelles vagues d'attaques contre l'axe américano-sioniste. On fait le point dans ce journal. Guerre au Moyen-Orient, le Pentagone annonce le départ immédiat du chef d'état-major de l'armée de terre. La Chine s'oppose aux attaques contre des installations civiles en Iran. Les détails dans ce journal. Et puis au Liban, le bilan de l'agression sioniste contre le pays s'élève à 1345 martyrs et plus de 4000 blessés. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. Le Moyen-Orient s'enflamme à nouveau, l'Iran continue de riposter et annonce la 92e vague de l'opération Promesse Sincère 4 visant des positions américaines et sionistes dans la région et dans les territoires occupés, tandis que les États-Unis frappent en détruisant ponts et infrastructures civiles dans cette guerre qui touche désormais villes, ports et industries. Chaque attaque fait grimper la tension et fait peser la menace sur toute la région. Commentaire Naïla Hamouda. La crise au Moyen-Orient s'intensifie. L'Iran continue de riposter, frappant des dizaines de cibles dans les territoires occupés, des bases aériennes ainsi que des installations américaines dans le Golfe. Selon le communiqué officiel des gardiens de la révolution islamique, les forces aériennes iraniennes ont lancé 2 missiles balistiques contre la base aérienne de Ramat David, située en territoire palestinien occupé. Plus de 50 points stratégiques de l'entité sioniste ont également été visés par des missiles à tête multiple. Par ailleurs, plusieurs projectiles ont touché des complexes industriels, provoquant des dégâts matériels importants. Dans ce même contexte, l'Iran affirme avoir touché des vedettes américaines dans le port de Chouair, le principal port commercial du Koweït, et bombardé par des drones des systèmes radar Ojb el-Dokhan à Bahreïn. Ces frappes s'inscrivent, selon Téhéran, dans une riposte continue aux attaques américaines et sionistes sur son territoire. Les opérations militaires se font de part et d'autre. En Iran, les frappes américano-sionistes ont touché le port majeur en construction, Karaj, à l'ouest de Téhéran, faisant 8 morts et 95 blessés selon les autorités locales. Dans la province de Bouchar, un entrepôt de ravitaillement du Croissant Rouge a également été détruit, provoquant d'importants dégâts sur du matériel médical et humanitaire. Sur le plan politique, le président des États-Unis Donald Trump a averti que la destruction de l'Iran ne fait que commencer et que les frappes sur les infrastructures civiles et militaires pourraient s'intensifier. Téhéran, pour sa part, promet de poursuivre ses opérations sans compromis. Le conflit est en pleine expansion, avec des impacts stratégiques, humains et diplomatiques majeurs. Les tensions ont déjà des conséquences sur le commerce énergétique mondial et sur la sécurité maritime. Et des témoins oculaires ont décrit ce vendredi l'effondrement du pont de Karaj au nord de l'Iran, survenu jeudi 2 avril, causant au moins 8 morts et 95 blessés selon des médias iraniens. Je me suis fracturé le tibia. Lors des deuxième et troisième explosions, je tenais une fillette dans les bras et je traversais la rue. Je ne sais pas si c'était une pierre, il y en avait tellement qui tombaient de la montagne, comme une pluie battante. Je ne suis pas sûr que ce soit une pierre qui m'ait transpercé la jambe. Je n'arrivais pas à le dire. Je ne sais pas si c'était un éclat d'obus du missile qui m'a touché. Il a fallu 18 ou 19 ans pour construire ce pont. Il a été construit pour le confort et le développement du pays. Personne ne peut s'introduire sur un pont en construction ou en réparation pour y déposer des munitions ou mener des opérations militaires et ainsi justifier une attaque. Soudain, j'ai entendu une très forte explosion, comme un grand boom. Ma voiture a été projetée en avant. Pris de peur, je suis sorti pour éviter que les vitres ne me volent au visage. J'ai couru vers le parc, vers l'herbe, et soudain, je suis tombé. J'ai cru avoir trébuché ou être resté coincé. J'ai essayé de me relever et j'ai réalisé que j'étais couvert de sang.
Ma jambe gauche était paralysée. Le quartier général opérationnel iranien doit surveiller les mouvements ennemis avec la plus grande précision et être prêt à contrer toute méthode d'attaque, a déclaré jeudi 2 avril le commandant-chef de l'armée du pays, Amir Hatami. Des millions de personnes que nous voyons aujourd'hui dans les rues brandissant le drapeau et adressant un message à l'ennemi, nous défendant l'intégrité territoriale du pays. Je voulais vraiment les atteindre et si je le pouvais, j'embrasserais la tête de chacun de ceux qui ont ici le drapeau iranien. Un jour, j'ai dit que j'étais prêt à sacrifier ma vie pour ce nouveau-né iranien. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous partagent ce même sentiment. Aujourd'hui, c'est clair, notre objectif est de lever l'ombre de la guerre qui plane sur notre pays. La sécurité est l'affaire de tous. Il est impossible que quelques-uns seulement soient en sécurité alors que notre peuple et notre pays ne le sont pas. Et l'armée iranienne a annoncé avoir abattu un deuxième avion de chasse américain de type F-35. Le quartier général iranien Khatam al-Anbiya a confirmé la destruction de l'appareil dans la province de Markazi, au centre du pays. Par ailleurs, l'agence de presse Fars a rapporté que les débris de l'avion abattu portent un code indiquant qu'il était stationné à l'une des bases du Royaume-Uni. Et des incendies se sont déclarés dans des usines opérationnelles de la raffinerie de Mina al-Ahmadi au Koweït. Des médias ont rapporté ce vendredi que la raffinerie de Mina al-Ahmadi a été la cible d'une attaque par drone. Cela a provoqué des incendies dans plusieurs unités de production, sans toutefois faire de victimes humaines. Par ailleurs, l'armée koweïtienne a annoncé ce vendredi que ses défenses aériennes ont intercepté des missiles et des drones qualifiés d'hostiles lancés vers le territoire de l'État du Golfe. Elle a précisé que les bruits d'explosion entendus sont le résultat de l'interception des attaques par les systèmes de défense aérienne. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a reporté le vote qui a été prévu ce vendredi sur un projet de résolution présenté par le Bahreïn. Ce texte vise à autoriser l'usage de la force défensive pour protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz, je cite, contre les attaques iraniennes. Selon le programme officiel, le Conseil composé de 15 membres devait initialement voter ce vendredi matin. Toutefois, l'emploi du temps a été modifié tard dans la soirée de jeudi. Aucune nouvelle date n'a encore été fixée pour le vote de ce texte. L'Iran a mis en garde le Conseil de sécurité des Nations Unies ce vendredi contre toute mesure provocatrice avant un vote attendu sur un projet de résolution autorisant le recours à la force pour protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que toute mesure provocatrice de la part de ceux qu'il a qualifiés d'agresseurs et de leurs partisans, y compris au sein du Conseil de sécurité concernant la situation dans le détroit d'Ormuz, ne fera qu'engager une complication supplémentaire de la situation. Et le président américain Donald Trump a déclaré vendredi 3 avril que les États-Unis pouvaient rouvrir le détroit d'Ormuz avec un peu plus de temps, alors que la pression s'accentue sur son administration pour qu'elle trouve une solution rapide à la guerre contre l'Iran. Près de 5 semaines après son déclenchement, la guerre en Iran continue de semer le chaos dans la région et de perturber les marchés financiers, accentuant la pression sur Trump pour qu'il trouve une solution rapide au conflit. Autre information de ce journal, le Pentagone a annoncé le départ du chef d'état-major de l'armée de terre américaine, le général Rondi George, un limogeage qui allonge la liste des hauts gradés écartés par l'administration Trump depuis un an. On fait le point avec ça, Franck Bassabri.
Le secrétaire de la Défense américain a limogé hier le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George, dernière victime en date de la purge au sein du Pentagone. Ce très haut gradé quitte ses fonctions de 41e chef d'état-major de l'armée de terre avec effet immédiat. C'est Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone, qui en fait l'annonce, en lui souhaitant une belle retraite, sans mentionner la raison de ce départ soudain. L'administration Trump entretient des relations de plus en plus tendues avec le personnel du Pentagone depuis le retour de Donald Trump au bureau ovale et particulièrement après la nomination de Pete Hegseth à la tête du Pentagone. Les départs forcés se multiplient au sein de l'armée américaine. En un peu plus d'un an, l'autoproclamé ministre de la Guerre a en effet limogé pas moins d'une douzaine d'officiers supérieurs. Parmi eux, Charles Brown Jr., le chef d'état-major des armées remercié début 2025 et remplacé par Dan Kane. Depuis, ce sont les chefs de la marine, des gardes-côtes ou encore de l'agence d'espionnage NSA qui ont été poussés vers la sortie par le gouvernement de Donald Trump. Pete Hegseth a affirmé qu'il choisirait tous les chefs qu'il veut pour diriger l'armée la plus puissante au monde. Des parlementaires démocrates se sont inquiétés d'une potentielle politisation de l'armée, traditionnellement plus distante des batailles politiciennes que le reste de l'appareil d'État américain, alors que le chef du Pentagone souhaite, lui, une idéologisation de l'armée. Et la Chine s'oppose aux attaques contre des installations civiles en Iran et exhorte toutes les parties impliquées dans la guerre en Iran à cesser immédiatement leur opération militaire et à prendre au pays vite le processus de règlement politique, a déclaré ce vendredi 3 avril le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning lors d'un point de presse à Pékin. Les frappes militaires lancées par les États-Unis et Israël contre l'Iran n'ont pas été autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et constituent une violation flagrante du droit international. La Chine s'oppose aux attaques contre des installations civiles. Les parties concernées doivent immédiatement cesser leurs opérations militaires et reprendre au plus vite le processus de règlement politique afin d'éviter une catastrophe humanitaire d'une gravité encore plus grande. Direction le Yémen à présent où des dizaines de milliers de manifestants yéménites sont descendus dans les rues de la capitale Sanaa vendredi pour exprimer leur solidarité avec les peuples iraniens, libanais et palestiniens. Des manifestants ont été vus porter des drapeaux iraniens, libanais, palestiniens, yéménites comme le montrent ces images. يسعى لاستباحة الجميع. وأمريكا وإسرائيل إنا بربي Direction le Liban à présent où le bilan de l'agression sioniste contre le pays s'élève à 1345 martyrs et 4040 blessés depuis le 2 mars, a annoncé le ministère libanais de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, 27 citoyens sont tombés en martyrs et 105 autres ont été blessés dans l'agression sioniste, a indiqué le ministère. Pour rappel, le 27 novembre 2024, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur au Liban, prévoyant le retrait des forces sionistes des villages et localités frontalières du Sud dans un délai de 60 jours. Par la suite, le gouvernement libanais a approuvé une prolongation de ce délai jusqu'au 18 février 2025, mais l'antisécionniste est resté positionné dans 5 points et continue de commettre des violations. Et toujours au Liban, la force intérimaire des Nations Unies au Liban a annoncé que 3 de ses soldats ont été blessés ce vendredi par une explosion d'origine inconnue à l'intérieur de l'une de ses bases. Il s'agit du 3e incident de ce type en une semaine. La porte-parole de la FINUL, Candice Ardel, a déclaré dans un communiqué qu'une explosion survenue cet après-midi à l'intérieur d'un site de l'ONU près de la zone d'Adaïseh a blessé 3 soldats de la paix. 2 d'entre eux sont dans un état grave. Elle a précisé que la source de l'explosion demeure pour l'heure inconnue.
Dans le reste de l'actualité de ce journal, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré vendredi 3 avril que l'Ukraine devait retirer ses troupes des zones du Donbass qu'elle contrôlait encore et que cela permettrait un règlement. Non, il n'y a pas d'échéance. C'est totalement faux. Nous avons répété à maintes reprises que pour mettre fin à la phase offensive de l'opération militaire spéciale, l'Ukraine doit retirer ses troupes du Donbass. Ce retrait est indispensable et faciliterait grandement la transition vers un processus de résolution du conflit par des moyens politiques et diplomatiques. Pour ce faire, le président ukrainien Zelensky doit assumer ses responsabilités politiques et prendre la décision qui s'impose. Il n'y a pas d'échéance. Ce retrait doit être effectué aujourd'hui. Au mieux encore, il aurait dû l'être hier et nous poursuivrons l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que tous les objectifs fixés soient atteints. En Russie, au moins 24 personnes ont été blessées vendredi dans le déraillement d'un train de voyageurs dans la région d'Ulyanovsk, à environ 900 km à l'est de Moscou, ont indiqué les autorités régionales dans un nouveau bilan, précisant qu'aucun mort n'était à déplorer. Une enquête pour violation des règles de sécurité et d'exploitation du transport ferroviaire a été ouverte, a annoncé le comité d'enquête russe chargé des principales investigations dans le pays, en précisant que ces enquêteurs s'étaient rendus sur les lieux, le train transportant 412 voyageurs selon un responsable de la société russe des chemins de fer cité par l'agence de presse RIA Novosti. Et sport football à présent, après une troisième non-qualification consécutive pour la Coupe du Monde suite à une défaite contre la Bosnie. Le football italien est en crise profonde et amorce une réforme totale. Commentaire Faisal Salah. Le football italien est dans le déclin. La squadra azzurra a besoin d'une thérapie pour sortir de la réanimation. Les quadruples champions du monde ont connu une nouvelle désillusion en échouant à se qualifier pour le mondial après la défaite en Bosnie-Herzégovine, mardi à Zenica, lors des finales de barrage. C'est le troisième échec consécutif. Le dernier tir au but d'Esmir Bajraktarevic a brisé le cœur des Italiens et a mis les responsables du football italien entre l'enclume et le marteau. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le président de la fédération italienne, Gabriele Gravina, a présenté sa démission jeudi. Il a été suivi par la légende Buffon. Après tant d'années, je ressens une certaine déception, mais je suis aussi serein. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu et témoigné leur affection. Encore aujourd'hui, j'ai pris la décision personnelle de partir et je l'assume pleinement. L'hémorragie a continué, tout comme Buffon, chef de délégation, le sélectionneur Gennaro Gattuso a résilié aujourd'hui son contrat à l'amiable avec les avocats de la Fédération italienne de football, un contrat qui était censé se terminer ce mois de juin. Gattuso est parti, le cœur lourd. Et ça me rend vraiment malheureux. J'aurais tout donné aujourd'hui, des années de ma vie, de l'argent, pour atteindre cet objectif. Il y a tellement d'amertume et je peux vous assurer que ça fait très mal. La Fédération italienne de football a annoncé le départ de Gattuso dans un communiqué. Les élections pour désigner le nouveau président de la Fédération italienne sont programmées ce 22 juin. Plusieurs candidats ont montré leur intérêt pour sauver ce qui reste du football italien. Nous sommes nous-mêmes supporters et très déçus. Il faut entamer cette réforme, travailler sur la formation des jeunes, mais aussi sur la gouvernance et le renforcement des clubs, afin que l'Italie retrouve les succès d'antan, ce que nous espérons tous. Mais comment en est-on arrivé à ce fiasco? Un nom réapparaît et un dossier refait surface. Les 900 pages de l'icône Roberto Baggio. L'ex-président du secteur technique de la Fédération italienne de football a tiré la sonnette d'alarme en 2011 et a présenté un rapport de 900 pages intitulé « Renouveler l'avenir ». Un projet ignoré par la fédération qui n'a jamais vu le jour. Roberto a démissionné en 2013 et la suite, on la connaît très bien.
Un mot de culture à présent, avant de clôturer ce journal. La capitale algérienne s'anime actuellement au rythme de la pop culture, un événement phare regroupant les passionnés de gaming, de cosplay et de bande dessinée. Immersion ce soir au cœur de cet événement. Dans ce reportage signé Mohamed Wali Ben Chaban, image Abdelnour Bessibeh. Dédié aux passionnés des jeux vidéo et de la pop culture. Alger vibre actuellement au rythme de la 4e édition du Game & Comic Con Zaïre. Ce rendez-vous propose un programme riche et varié incluant plusieurs activités attirant chaque année un public de plus en plus nombreux. C'est un super événement, ça draine beaucoup de monde, c'est un événement pour toute la famille. Petits et grands, même les parents. Par rapport au contenu, au programme, c'est très diversifié. Nous avons droit cette année surtout à beaucoup d'invités de marques, de prestige, comme par exemple les voix off des Simpsons, le couple Homer et Marge par exemple, très connus. Nous avons aussi des invités comme les voix off, le GOTY, le Game of the Year de 2025 qui est Claire Obscur Expédition 33. Et aussi les voice-over de K-pop, un film qui a eu l'Oscar du meilleur film en film d'animation. Je suis venu pour me souvenir de mon enfance. La dernière fois, c'était en 2017 et cela s'était très bien passé. Ça me plaît beaucoup. Je me sens très jeune. Pour moi, c'est un vraiment bon événement qu'à sa place ici. Je pense que c'est pas assez exploité en Algérie. On ne regarde pas assez ces communautés-là. Donc ça fait vraiment du bien quand on voit un événement aussi bien organisé, avec finalement tout ce qu'on aime. C'est une très belle expérience. Comme tous les gamers, d'un côté je me souviens d'un passé proche. Il y a du monde et une belle organisation. Entre défilés de cosplay, espaces de gaming et animation interactive, l'événement garantit une expérience unique au public. On fait essentiellement de l'impression 3D. On imprime, on travaille aussi bien avec des sociétés pour des campagnes publicitaires qu'avec des particuliers pour des petits objets, des lampes. Après, ça va aller des Simpsons par exemple jusqu'à Luffy où on fait un petit peu tous les sujets en fait. On fait des supports de manettes, des petites figurines, des plus grandes figurines. Ça peut aller jusqu'à 60 cm, voire 1 mètre. Et on essaye de faire plaisir à tout le monde. Le chapeau que je porte ici, c'est le chapeau de Luffy. Beaucoup de gens reconnaîtront. C'est le manga le plus vendu au monde, One Piece. On a recréé ce chapeau ici en Algérie et il n'y a nulle part ailleurs ce modèle. Les katanas aussi. On a voulu recréer les katanas des samouraïs. Par exemple ce modèle-là, qui est très très prisé et qui a fait le buzz sur Facebook. Beaucoup de gens croient que c'est du réel. Entre personnalités légendaires et animes en vogue, les concepteurs proposent une vaste gamme de figurines et d'accessoires aux passionnés de la pop culture. Les tendances mondiales s'invitent à Alger. On propose des formations de montée en compétences, des ateliers artistiques et des événements. Donc on est dans les métiers créatifs, on est dans la créativité. Donc tout ce qui concerne la créativité et l'artistique. Par rapport au e-sport, discipline, beaucoup de disciplines comme les jeux de combat, les jeux compétitifs comme les jeux mobiles. Les jeux vidéo mobiles aujourd'hui intègrent complètement et parfaitement l'ADN du joueur algérien. On a une grosse communauté qui joue sur téléphone mobile et on a des compétitions comme PUBG, Free Fire ou même Mobile Legends. Les jeux de combat, Tekken, Street Fighter ou même EAFC, le jeu de football très connu. Véritable plateforme de rencontre, le Gaming & Comic Con Zaïre connecte les passionnés aux professionnels du gaming. Son objectif, valoriser le savoir-faire de la jeunesse et impulser une nouvelle dynamique aux initiatives liées aux industries créatives. Et voilà, c'est avec ce beau reportage que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt.